Bonjour, alors j'ai découvert donc que je pouvais faire des vidéos sur YouTube, donc du coup je pense qu'on va fonctionner un peu comme ça pour le reste de cette quarantaine, afin que ce soit un peu plus clair, parce que là j'ai écrit beaucoup, j'ai mis beaucoup de choses et c'est forcément un petit peu confus. Alors, par rapport aux frontières, donc l'intérêt de ce que je vais vous mettre là, c'est qu'on va voir un petit peu quel est l'enjeu du contrôle des frontières et en fait en quoi c'est un enjeu qui est très politique et à la fois économique dans le monde et particulièrement en Europe. Donc je vais surtout utiliser l'Europe et un petit peu les États-Unis. Alors, donc déjà, l'Europe, elle est confrontée aujourd'hui, donc la Grèce illustrait plutôt bien ce point-là, à ce qu'on appelle une crise migratoire, donc un malaise migratoire comme je l'ai appelé en Europe. Alors ce malaise, il est lié notamment dans les pays d'Europe de l'Ouest à l'espace Schengen, donc au contrôle des frontières. Donc le contrôle des frontières, c'est un enjeu parce que c'est un enjeu politique. Alors ce qu'il faut comprendre, pourquoi je vous ai pris cet exemple d'Angela Merkel, c'est que ce contrôle des frontières et l'enjeu de ces migrations, il est essentiellement politique. Angela Merkel, donc c'est une femme politique allemande qui est à la tête de la CDU, donc le Parti démocrate chrétien allemand, et qui a décidé, donc il y a quelques années, d'accueillir à peu près 1 million de Syriens, donc en Allemagne, suite au début de la guerre en Syrie. Alors ce que je vous expliquais, c'est que l'Allemagne, manquant de main-d'œuvre, a fait venir toutes ces personnes pour travailler en Allemagne. Alors je vous le dis un peu dans le texte, c'est un petit peu cynique dit comme ça, mais l'idée c'est que aucun pays n'accueille uniquement par bonté d'âme. Les pays accueillent toujours dans le but derrière de voir des retombées économiques ou politiques liées à cet accueil de personnes. Vous prenez la Jordanie par exemple qui accueille aussi des Syriens, c'est par le même principe, c'est pour avoir des travailleurs tout simplement. Donc, mais Angela Merkel avait fait ça à ce moment-là, ça avait déclenché une crise politique importante puisque l'Allemagne derrière a connu une croissance économique moins importante que prévu, donc du chômage. Donc Angela Merkel a été accusée donc de faire ça dans le mauvais sens par rapport aux Allemands. Aujourd'hui, Angela Merkel, suite au chantage qu'a pratiqué la Turquie avec les migrants face à la Grèce, a décidé de fermer les portes de l'Allemagne. Donc elle parle d'un chantage inacceptable face à la pression qu'exerce la Turquie sur l'Union européenne par rapport à ça. Le paradoxe étant que quelques années auparavant, elle se présentait comme quelqu'un prêt à accueillir toutes les populations qui venaient de ces pays-là. Donc il y a des opinions qui vont être très tranchées par rapport à ça, et des opinions qui vont être plutôt pro-migrants, on va dire. Alors, je vais un peu utiliser les termes qu'utilisent les médias, et avec une vision assez mondialiste d'accueil et d'ouverture, et aussi une vision économique, faut pas oublier ça, c'est que ces gens-là sont là pour travailler, et une opinion qui au contraire est attachée à des questions plus identitaires et qui va s'opposer à cette migration aussi pour des aspects économiques. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, la venue de ces personnes qui vont travailler pour des salaires inférieurs, parce qu'elles ont besoin de travailler et qu'elles ont besoin d'avoir des ressources, va potentiellement entraîner une concurrence avec les populations locales qui, elles, demandent un salaire qui est équivalent à celui qu'il y a dans le pays, ce qui fait que ces gens-là vont être moins recrutés. C'est l'un des, c'est ce que Karl Marx appelait tout simplement l'armée de réserve du capital. Je reviens pas là-dessus, mais l'idée c'est que du coup c'est perçu comme étant quelque chose de négatif selon le courant politique. Donc selon que vous vous situez dans une situation de pouvoir politique, vous allez nécessairement choisir l'un camp ou l'autre en fonction de ce qui vous intéresse. Merkel aujourd'hui choisit de fermer ses frontières, hier elle a choisi de les ouvrir, pour deux raisons différentes. Aujourd'hui elle est politique, hier elle était économique. Donc voilà. Alors ça m'amène à parler du coup du groupe de Visegrad. Alors de manière générale, l'Union européenne est plutôt pour une immigration. Alors pourquoi? Parce que tout simplement l'Europe vieillit, donc l'Europe, pour maintenir sa croissance économique, fait venir des personnes de l'extérieur. C'est assez logique. Maintenant, il y a certains pays qui s'opposent ouvertement, de plus en plus ouvertement, et qui sont de plus en plus nombreux. Là, je vous ai mis en premier les créateurs du groupe de Visegrad et en vert clair les États qui l'ont rejoint derrière. Le groupe de Visegrad qui est dirigé par Viktor Orban, donc le président hongrois, la Hongrie qui est ce petit pays-là. Alors ces pays ont plusieurs particularités. Déjà, dans un premier temps, ce sont des pays qui on connaissent depuis la chute de l'URSS une décroissance de leur démographie. Alors je prends l'exemple de la Lettonie qui a perdu un tiers de sa population, mais c'est aussi le cas pour la Pologne, pour la République tchèque, etc. Dans de moindres mesures évidemment. Donc ces pays, voyant leur population diminuer, ont très peur de quelque chose, c'est que cette migration venue de l'extérieur de l'Europe remplace en fait leur population et prenne la place de leur population. Alors il y a un autre fait qui est aggravant dans les yeux de ces personnes-là, c'est que souvent les migrants qui arrivent chez eux, contrairement à ceux qui arrivent en France, sont des migrants qui sont issus de pays à majorité musulmane. Donc ce sont souvent des musulmans, que ce soit des Syriens, des Irakiens ou des Afghans. Les migrants qui arrivent en France étant plutôt issus d'Afrique, on a une moitié de chrétiens et une moitié de musulmans, ce qui du coup équilibre un peu les choses. Là, dans ces pays-là, c'est vraiment un problème que ça leur pose. De même, ce sont des pays qui sortent récemment de l'ex-URSS, qui ont été conquis et malmenés pendant plusieurs centaines d'années par les empires allemands, les empires russes
et éventuellement la Suède aussi pour les pays baltes, qui ont du coup oppressé ces populations, les ont presque fait disparaître, ce qui fait qu'aujourd'hui il y a une espèce de crispation autour de ces enjeux d'identité pour ces populations-là. Notamment pour les Hongrois qui ont vu leur pays vraiment se réduire après la Seconde Guerre mondiale et leur population beaucoup diminuer, ce qui explique ces crispations. De plus, ces pays connaissent une très très forte émigration. En fait, eux connaissent le phénomène inverse. C'est-à-dire que par exemple, les Polonais vont aller massivement travailler en Allemagne, où les salaires sont meilleurs, ou en Angleterre. Pour vous donner un exemple, en Angleterre, on a la plus grande diaspora polonaise du monde avec presque 1 million de personnes, ce qui est très important. Alors d'ailleurs, je rappellerai aussi que certains d'entre vous, comme Mademoiselle Cierniak, ont des prénoms d'origine polonaise, ce qui montre bien que les Polonais migrent depuis très longtemps en Europe de l'Ouest. Et donc cette migration vide de leurs jeunes ces pays-là, qui ont très peur de voir d'autres jeunes d'autres pays venir chez eux et progressivement remplacer leur population. C'est une peur qui est très commune en Europe. Euh, Alors ce sont souvent des partis qui sont très à droite, mais aussi à gauche. L'Italie par exemple connaît ce genre de truc. Un pays, un groupe très à gauche qui s'appelle le Mouvement 5 étoiles a pris sous son aile donc ces discours anti-immigration. Et du coup, ces pays vont s'opposer frontalement aux pays d'Europe de l'Ouest qui, eux, sont perçus comme débauchés. Alors pourquoi je dis débauchés? Parce que ce sont des pays où, globalement, on est très attaché à la tradition. Alors la République tchèque, pas à la religion, mais à la tradition. L'idée, c'est que les pays de l'Europe de l'Ouest sont perçus comme des pays qui trahissent leurs identités, en faisant rentrer des musulmans et des personnes qui sont extérieures à l'Europe, en faisant, selon eux, je dis bien selon eux, n'allez pas dire ce que je dis pas, la promotion ou au moins facilite la vie des homosexuels. Par exemple, jusqu'à très récemment, l'homosexualité était proscrite dans certains pays comme la Pologne ou la Roumanie, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et du coup, toute cette vision-là fait très peur à ces pays-là, qui vont utiliser ce discours contre une Europe de l'Ouest perçue comme débauchée et voulant affaiblir l'Europe de l'Est, pour les renforcer. Alors j'ai pris l'exemple du parti qui s'appelle le Jobbik, parce qu'il est facile à prononcer, de Viktor Orban. Alors Viktor Orban, c'est bien lui, le président hongrois. Alors c'est un parti qui joue beaucoup sur cette image et qui a fermé aujourd'hui les frontières de la Hongrie. Et donc ça m'amène à une conclusion un petit peu sur cette petite partie, sur des migrations qui sont très politiques en Europe. Alors ces tensions entre d'un côté des politiques et une partie de l'opinion plus favorable à l'immigration, et une autre plus défavorable, constituent un point de rupture en Europe. Alors on le voit bien, il y a deux parties, il y a une Europe de l'Ouest qui a besoin de cette immigration pour faire vivre son économie, une Europe de l'Est qui s'y oppose, et en plus les crises économiques vont aggraver cette situation. Alors, je vous le disais tout à l'heure, ces migrants qui viennent des pays moins développés vont travailler pour des salaires inférieurs dans des pays où le chômage est déjà important. Ce qui entraîne des tensions, on va les accuser de piquer le travail des locaux, c'est le cas en Allemagne de l'Est par exemple, ce qui entraîne une augmentation des partis identitaires et des partis d'extrême droite. On parlera de partis populistes, moi j'utiliserai pas ce mot-là parce que je le trouve pas terrible. D'un côté, on a aussi une opinion qui est favorable aux migrations, euh, parce que tout simplement, elle s'intéresse aussi aux apports économiques de cette migration. Les apports économiques de cette migration, ils sont importants puisqu'effectivement ces gens travaillent, donc ils rapportent de l'argent. Et de toute façon, ce sont aussi des gens qui consomment, même en étant en Europe de l'Ouest, donc c'est toujours un bassin de consommateurs important. Alors le problème, c'est que de ces deux côtés, on ne prend pas d'un côté et l'aspect du chômage créé en Europe, pour les gens qui sont plutôt pro-migration, et à l'inverse, pour les gens qui sont anti-migration, l'aspect de l'apport économique substantiel qu'ont apporté ces gens dans les pays quand le contexte était plus favorable. Pareil, on va ignorer aussi les droits de l'homme. Il faut savoir que toutes ces politiques-là, elles ont un impact direct sur des populations qui se noient en Méditerranée, qui sont exploitées comme des esclaves en Libye, parce que c'est le cas, qui sont parfois vendus comme esclaves, c'est le cas aussi en Libye et au Maroc, et qui sont malmenés. Donc le problème là-dessus, c'est qu'il y a des drames humains qui se passent sous l'autel des enjeux politiques. Je vous laisserai noter d'ailleurs ces traces écrites là, comme ça vous les imprimez, comme ça vous les aurez dans votre cahier, ça fera un peu la suite. Alors ça m'amène derrière à un petit point sur aussi la maîtrise de l'économie. On a parlé un peu d'économie, l'économie c'est très important et c'est l'un des principaux l'un des principaux points qui est important dans le contrôle des frontières. Alors là je vous ai fait un petit schéma pas du tout partial sur l'absence de contrôle de frontières, un peu dans un système très libéral, c'est le cas aujourd'hui. Donc vous avez des entreprises qui vont pas être très contentes dans les pays X qui ont un droit du travail important, des salaires élevés, des attentes sociales élevées au travail, ainsi que des libertés développées. J'avais pas vu que ça avait mordu comme ça, c'est pas grave. Donc ça va entraîner un coût du travail élevé. Vous ne pouvez pas maltraiter les salariés, vous ne pouvez pas les opprimer, vous ne pouvez pas les faire travailler 40 heures par jour, enfin 50 heures par semaine, c'est pas intéressant. Une entreprise qui veut produire pour pas cher, bah du coup va délocaliser et elle va aller dans un autre pays.
Un autre pays, un pays Y, souvent un pays du Sud, plus pauvre, qui aura des salaires faibles, un droit du travail inexistant, ou alors très faible, des attentes sociales faibles, les gens travaillent pour manger, parce qu'autrement ils meurent de faim, et des libertés restreintes, par exemple la Chine. Le coût du travail est donc très faible, ça favorise donc les entreprises qui viennent s'installer massivement. On le voit aujourd'hui avec la crise qu'on connaît par rapport à la production de médicaments en Europe suite à l'épidémie, c'est dû au fait que les entreprises pharmaceutiques, sans aucun contrôle, sont allées s'installer en Chine et aujourd'hui sont obligées de délocaliser en urgence en Europe. Ces délocalisations donc d'entreprises entraînent d'un côté, dans les pays X et les pays du coup riches, du chômage, une crise sociale, parce que du coup les gens sont plus pauvres, une dépendance vis-à-vis des pays Y pour la production, de la pollution, parce qu'on fait venir les choses en cargo, on les fait transiter en camion, un risque de pénurie s'il y a une crise, là on en a une très très bonne sous les yeux, et favorise aussi les grandes entreprises, puisque du coup les petites entreprises de production européennes, par exemple, ne peuvent pas lutter contre les grosses entreprises de production chinoises. C'est absolument impossible aujourd'hui, ou difficile. De l'autre côté, ça va entraîner certes du développement, hein. Factuellement les pays Y vont bénéficier de la richesse des autres pays qui vont leur permettre de développer leur économie, donc leurs infrastructures et leur État. Par contre, ça entraîne aussi une favorisation des grandes entreprises européennes dans ces pays-là, aux dépens des entreprises locales, qui savent moins bien faire, une précarisation de la population qu'on va maintenir avec un niveau de salaire faible pour pouvoir continuer à les exploiter, une dépendance vis-à-vis des pays X qui doivent acheter les ressources, sinon ces pays-là ont des problèmes, et voilà le souci. Si jamais en gros on mettait une barrière douanière entre les deux, qu'on empêche les entreprises de faire n'importe quoi et d'aller à l'étranger quand elles le veulent, qu'on impose aussi des tarifs douaniers, c'est-à-dire que pour équilibrer le coût du travail ici, on impose un prix plus élevé avec des taxes en Europe, et bien du coup ça s'équilibre, les délocalisations sont moins nombreuses, l'impact sur tout ce qu'on a là est plus faible, et l'impact sur tout ce qu'on a là est plus faible. Alors certes, en ayant un développement moins rapide, mais en permettant à l'inverse de ne pas avoir de crise de l'autre côté. C'est un peu le dilemme qu'on a là-dessus. Alors pour l'économie c'est un peu compliqué, mais j'ai essayé de faire assez simple là-dessus. Bon, la vidéo se termine et je peux pas faire des gros formats, donc j'en fais une deuxième. Je vous remercie de m'avoir écouté.